Bonjour à tous. Euh, Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission En Esprit, qui est une émission du média décolonial Parole d'honneur. Aujourd'hui, je reçois Paul Rocher, qui est économiste, qui est diplômé en sciences politiques et qui publie ce petit livre aux éditions La Fabrique, Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale. Comme son nom l'indique, il s'agira de revenir ici sur l'utilisation de ces armes dites non létales, leurs contradictions, ce qu'elles impliquent en fait dans le glissement autoritaire de l'État. Et c'est ce dont je vais parler avec Paul Rocher aujourd'hui. Paul Rocher, bonjour. Bonjour. Euh, donc, la première question, ça serait de savoir pourquoi, pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre maintenant, en fait. En quoi la situation qu'on vit, la situation actuelle, elle te semble particulière et puis digne d'intérêt pour en faire un livre, puisque on pourrait arguer que bah, les mutilations, les morts par la police, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Alors effectivement, on pourrait dire que c'est pas réellement nouveau et c'est sans doute juste, mais il y a quand même une particularité, c'est qu'on a une explosion, et ça notamment avec les gilets jaunes, une explosion de blessures en très peu de temps. Je rappelle juste les chiffres. Donc, d'après le journaliste David Dufresne, on a eu à peu près 800 blessures totalement illégitimes, dont 25 œils arrachés. Donc, on a aussi des pieds arrachés. On a 2 morts. Et ça, ce sont seulement les cas qui sont documentés. Donc, le chiffre réel est sans doute beaucoup plus élevé. On a aussi recensé 300 blessures à la tête. Donc, voilà, c'est quand même un phénomène qui est majeur et qui sous-estime en plus la réalité. Donc, ça me semblait digne d'intérêt. Et à partir du moment où on s'intéresse à ces blessures, à ces blessés, il faut interroger l'outil qui a servi à ces blessures. Et c'est comme ça qu'on arrive au sujet des armes non létales. Et quand on exploite un peu les statistiques officielles, qui elles aussi sous-estiment le phénomène, les statistiques officielles du recours aux armes non létales, euh, en fait, c'est un constat assez frappant. Je vais vous donner un exemple. C'est le recours au LBD 40, donc aux fameuses balles en caoutchouc. Donc j'ai pris les statistiques entre 2009 et 2018 et on a une augmentation phénoménale. Le recours au LBD 40, ou plus précisément aux balles en caoutchouc, a été multiplié par 480 fois. Donc c'est vraiment un phénomène extrêmement important. En 2009, on avait 40 tirs. En 2018, on avait plus de 19 000 tirs. Et alors, si on prend en compte les autres armes non létales, eh ben, le compteur explose en quelque sorte. Donc là, on a vraiment un phénomène qui est particulier et qui mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est l'expression d'une violence extrêmement importante, extrêmement élevée. Euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est suite à la mobilisation des Gilets jaunes et même déjà un peu autour de Notre-Dame-des-Landes et autour de la loi travail, qu'un débat public autour des violences policières a commencé. Et ce débat m'a laissé avec une petite insatisfaction. Alors, il est très important, ce débat, parce que c'est 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 pas une évidence qu'on discute de violences policières sur la place publique, mais et c'est aussi grâce au travail de journalistes, notamment journalistes indépendants, qui ont effectivement fait le travail de documentation, même s'il ne faut pas oublier aussi toutes les personnes qui, à un moment donné, ont décidé de prendre le portable, de filmer une scène pour justement montrer que, en fait, la police est réellement violente. Mais toujours est-il que ces débats m'a laissé avec une petite insatisfaction, puisque on s'est retrouvé dans un débat où on discutait, bien sûr à juste titre, mais on discutait de la légalité d'un tir de LBD 40 dans une situation donnée par un policier donné. On discutait de la proportionnalité de distribuer un grand nombre de coups de matraque sur un individu par terre, ou encore euh, de la proportionnalité de saturer un espace de gaz lacrymogène. Euh, et là, on est en quelque sorte, j'ai l'impression, à la surface d'un phénomène
à la surface d'une escalade de violence dont on ne comprend pas très bien encore la logique. Donc, qu'est-ce qui anime réellement cette augmentation des violences policières? Et c'est là où justement j'ai voulu apporter une contribution. Donc, l'ambition du livre, c'est justement aussi d'expliquer comment est-ce qu'on en arrive à un recours explosif aux armes non létales. D'accord. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, il y a vraiment des descriptions et des analyses assez assez détaillées des armes non létales. Du coup, euh, en fait, on pourrait presque se demander en fait pourquoi s'attarder autant sur les aspects, on va dire techniques de ces armes et ne pas avoir plutôt je sais pas, écrit un livre sur la police, sur carrément sur l'État, sur le rôle répressif de l'État, sur les changements actuels, etc. C'est-à-dire en quoi est-ce que ça c'est important en fait de se saisir de aussi des armes en tant que telles, des armes dans l'État en tant que telles, d'un d'un point de vue technique et en quoi ça nous aide ou ça nous informe politiquement. Alors, je disais que ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre la logique qui anime cette explosion de l'utilisation des armes non létales. Euh, et une chose me semble fondamentale, c'est que on pourrait effectivement se contenter d'une analyse qui consiste à dire la police utilise des armes contre la population, contre les manifestants, contre les habitants des banlieues euh, parce que elle veut les réprimer, parce qu'elle veut faire régner le calme. Mais je pense que ça nous prive d'un élément de compréhension de la situation actuelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, je parle de la manière dont les armes sont utilisées à des fins politiques, mais l'analyse ne peut pas s'arrêter là si on veut réellement comprendre ce qui se passe dans cette escalade des violences, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ah, et c'est pour ça que j'ai choisi dans, en quelque sorte, on va dire, la première partie du livre, d'interroger la manière dont les armes non létales façonnent l'action des policiers. Donc, j'ai pas seulement interrogé la fin, mais j'ai interrogé, en quelque sorte, le moyen et la manière dont le moyen, finalement, conditionne l'action à laquelle il servit. Autrement dit, les armes non létales ne permettent pas seulement de réprimer, mais elles imposent aussi une contrainte, elles façonnent le comportement de ceux qui l'utilisent, donc le comportement de la police, et par effet d'extension d'ailleurs aussi le comportement de celles et ceux qui sont exposés à ces armes. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dédié un chapitre à l'autodéfense populaire. Mais restons pour l'instant aux armes. Donc on a ces armes-là qui conduisent les policiers à tirer plus et à tirer plus vite. C'est ça qui est un des arguments que je mets en avant et qui me semble très important, c'est que c'est en suggérant la non-létalité des armes qu'on incite finalement les forces de l'ordre à y recourir de plus en plus souvent et de plus en plus vite. Donc ça, c'est le premier élément, je pourrais le détailler un peu plus. Et ensuite, euh, s'intéresser aux armes, euh, nous donne aussi pas mal d'idées sur la manière dont le maintien de l'ordre est effectivement conçu. Typiquement, ce qui se passe en France. Alors, je fais une histoire, un chapitre historique sur les armes non létales, qui permet d'ailleurs de montrer aussi que les armes non létales, finalement, n'ont jamais été introduites pour des raisons humanitaires ou éthiques. Donc, l'objectif n'est pas de rendre le maintien de l'ordre plus doux ou plus éthique. L'objectif est l'efficacité de la répression. Et donc, l'histoire permet de le montrer assez bien. Et donc, on a dans cette histoire trois vagues, en quelque sorte, de où l'État encourage la recherche et le développement des armes non létales et introduit de nouvelles armes non létales. Et la dernière des vagues, c'est la vague contemporaine dans laquelle on vit, qui a commencé dans les années 90. Et ce qui distingue cette vague-là du point de vue des armes, c'est que l'armement non létal des forces de l'ordre en France a été diversifié et ces armes-là sont de plus en plus puissantes. Il y a une diversification et une augmentation de la puissance. Et ça a des implications très, très concrètes pour le maintien de l'ordre, puisque à partir du moment où vous avez des armes qui permettent de traverser des espaces toujours plus loin, les forces de l'ordre vont
s'adapter, vont adapter un comportement qui consiste à garder une certaine distance entre les manifestants et eux. Et ça suggère aussi que il faut, du coup, à tout prix maintenir cette distance. Donc, ça induit les policiers aussi à avoir un recours plus précoce aux armes, puisqu'on ne tire pas à partir du constat d'intention de manifeste, mais plutôt à partir de présupposés du groupe en face. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la puissance induit de la distance qui elle-même induit un usage précoce. Avec ceci du particulier que, notamment depuis 2016, on a une police qui est de plus en plus proche à nouveau des manifestants, ce qui rend en quelque sorte la situation d'autant plus dangereuse puisque là, on a donc des armes plus puissantes, mais une plus petite distance. Et on sait que la distance est un facteur fondamental dans la dangerosité des armes. Donc, si vous avez une arme surpuissante comme le LBD 40, bah, tirer à une distance de 3, 5 mètres, c'est autrement plus dangereux que de tirer à travers 50 mètres, même si dans les deux cas, le LBD 40 peut être mortel. Alors justement, en fait, euh, c'est une contradiction en fait enfin, qui est démontrée assez tôt dans le livre. En fait, le fait que, bah, en réalité, les armes non létales ne le sont pas nécessairement. C'est-à-dire que elles peuvent tout à fait, comme ça vient d'être dit, être mortelles. Donc, au-delà, même si c'est déjà extrêmement grave, des mutilations qu'on a vues ces derniers temps, il y a aussi ben, des cas de mort par arme non létale. Euh, et du coup, en fait, là, ça me fait m'interroger sur bah, la recherche, en fait, les livres ou les travaux qui ont déjà été faits sur cette catégorie spécifique d'armes. Parce que, alors sans être un spécialiste, ce livre, donc, Gazé, mutiler, soumettre, me semble en tout cas être relativement nouveau. D'où la question que je posais au début pour savoir bah, pourquoi maintenant. Euh, et donc, d'où ma question, est-ce que finalement on peut vraiment distinguer les armes non létales des armes létales? Oui, c'est une très bonne question. Et qui, en fait, si on la pose de cette manière-là, eh ben, on est obligé de se rendre compte que finalement, toute cette appellation, toute cette qualification de non létal, effectivement, participe aussi à une manière de façonner le débat public. Alors déjà, effectivement, d'un point de vue purement technique, en quelque sorte, la distinction n'a pas de sens, puisque si on distingue d'un côté les armes soi-disant non létales et de l'autre côté les armes soi-disant létales, eh ben, on suppose que, par exemple, un tir de pistolet serait mortel à coup sûr, alors qu'en réalité, il est mortel dans 20 à 25 des cas. Inversement, les armes non létales, effectivement, sont d'une puissance un peu moins importante, mais en réalité, s'enfermer dans le débat technique ne nous apprend pas grand-chose, il nous induit plutôt en erreur, euh, puisque une arme, précisément, n'est pas seulement un outil, mais c'est aussi une utilisation par un humain. Et c'est là qu'on revient à nouveau sur cette idée que suggérer la non-létalité d'une arme, finalement, facilite le recours, facilite un usage immodéré. Donc, on suggère aux forces de l'ordre que de toute manière, tirer une grenade de gaz lacrymogène, lancer une grenade de désencerclement, ce n'est pas dangereux. Et c'est un aspect fondamental du problème. C'est que il faut bien se rendre compte que les armes non létales sont, du point de vue même des producteurs, non létales sous certaines conditions d'utilisation très précises. Et à nouveau, on peut prendre le cas du LBD 40. Donc, le producteur, il dit, il est non létal à condition de l'utiliser avec une distance de tir minimale de 10 mètres. OK, premier élément. Ensuite, le producteur suppose un contexte de stand de tir. On a un tireur qui est statique et il a une cible qui est également statique. Les deux sont donc séparés par une distance minimale et il y a une bonne luminosité, il n'y a pas de stress. Et ça, ce sont autant de conditions qui en réalité ne sont pas remplies quand il y a
une manifestation ou quand il y a un contexte de maintien de l'ordre. Mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas bien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une bonne luminosité? Bah, notamment parce que la police tire massivement du gaz lacrymogène. Ensuite, bah, effectivement, généralement, quand une personne se sait ciblée, elle va pas rester au même endroit et attendre sagement le tir. Et en plus, quand vous avez un contexte de foule, un contexte de masse, bah, la probabilité que finalement le tireur tire sur quelqu'un d'autre et tire sur un endroit qu'il a peut-être pas visé, bah, elle est extrêmement élevée. Et en plus, mais effectivement, le délai de réflexion et d'observation d'une situation nécessaire, un préalable nécessaire au tir finalement n'existe pas. Donc on a tout un tas de conditions qui ne sont pas remplies. En plus, cette condition de la distance minimale du tir, elle pose problème aussi puisqu'on a des études comportementales qui nous montrent que les humains se trompent systématiquement dans l'évaluation des profondeurs, autrement dit dans l'évaluation des distances. Sauf que cette évaluation des distances fait partie des conditions qui rendent supposément la balle en caoutchouc non mortelle. Autrement dit, toutes ces conditions-là ne sont pas réunies dans la réalité. Et de ce point de vue-là, mais effectivement, cette distinction technique entre létal et non létal n'a pas de sens. Et même que bah, suggérer la non-létalité conduit à un recours immodéré. Donc, peut de ce point de vue-là même rattraper en quelque sorte ce que techniquement l'arme est moins capable de faire. Donc finalement, on se retrouve dans une situation précisément où la disponibilité même des armes non létales conduit à la brutalisation du maintien de l'ordre. Donc on a un maintien d'ordre non pas plus doux, non pas plus éthique, mais plus brutal. Euh, tu évoquais tout à l'heure le chapitre un peu historique en fait sur le développement et l'émergence des armes non létales. Et tu pointes le lien qui unit justement ce développement des armes non létales au militarisme. Euh, bah, Claude Serfati, par exemple, dans son livre Le Militaire, montre bien en fait le rapport en fait entre on va dire répression intérieure et répression extérieure. Euh, et est-ce que justement tu pourrais revenir sur ce passage? Qu'est-ce qui a fait passer l'utilisation des armes non létales, eh bien, d'un usage, on va dire, euh, à l'étranger, colonial notamment, à un usage intérieur? Et une seconde question, mais qui est liée à la première, c'est, même si tu l'as déjà un peu évoqué, en quoi c'était pertinent pour l'armée d'avoir des armes non létales, tactiquement ou stratégiquement? Alors, je pose comme préalable la définition de l'arme non létale. Donc, l'arme non létale est définie comme une arme qui ne tue pas et qui ne mutile pas. Donc, qui a en quelque sorte pas de conséquences permanentes. Donc, c'est ça l'idée de base. Ensuite, quand on s'intéresse à l'histoire de ce type d'armement, on constate en quelque sorte un voyage, une circulation. Euh, Faut dire que tout d'abord, bah, la matraque, c'est un peu la première arme non létale. On va la laisser de côté pour l'instant et on s'intéresse à la première arme un peu plus sophistiquée, qui est le gaz lacrymogène. Le gaz lacrymogène, donc, est inventé au début du XXe siècle et d'ailleurs, c'est une invention française. C'est autour des années 1911-1912, avec une agitation ouvrière de plus en plus forte, que le pouvoir en place cherche un moyen pour réprimer efficacement. Et alors cet effacement est important puisque les gouvernements ont bien compris que à force de tirer sur les ouvriers, eh ben on les excite un peu. Ils sont pas contents, ils font des manifestations parce que du coup ils ont aussi des camarades qui sont morts et que ça en quelque sorte ça génère des tensions supplémentaires. Donc ils cherchent une arme qui soit à la fois capable de réprimer efficacement sans que ça se voit pas, sans que ça se voit trop. Et le gaz lacrymogène, effectivement, était censé remplir ces conditions-là. Donc, a été mis en place un gaz qui était censé faire fuir les manifestants et ainsi ensuite réduire à néant leurs revendications politiques exprimées dans la rue. Ensuite intervient un peu le hasard de l'histoire. Maintenant, c'est pas totalement une histoire, mais la Première Guerre mondiale est déclenchée
Et on a cette situation de la guerre des tranchées où à nouveau la France va utiliser du coup le gaz lacrymogène dans le cadre militaire contre l'armée de l'Empire allemand pour faire sortir en quelque sorte les soldats allemands de leurs tranchées pour ensuite pouvoir leur tirer dessus. Et l'Empire allemand riposte un an plus tard avec un gaz d'ailleurs autrement plus dangereux. Et les États-Unis, quand ils rejoignent en 1917 la guerre, ils lancent aussi un programme de recherche sur le gaz lacrymogène. La guerre se termine et ça aura des conséquences, enfin, et le recours au gaz lacrymogène aura une conséquence assez importante sur la trajectoire ultérieure de cette arme-là. À savoir que les soldats sont horrifiés par ce gaz-là, qui les asphyxiait, qui les poussait à sortir en quelque sorte d'un espace protégé pour les exposer à des tirs. Donc, cette arme va être décrédibilisée et sera d'ailleurs interdite en 1925 par le protocole de Genève dans le cadre de la guerre. Donc, à partir du moment où deux États reconnus comme souverains s'affrontent, le gaz lacrymogène, cette arme chimique, est interdite. Mais ça ne vaut pas pour les colonies. Et c'est que là, on arrive donc à une étape supplémentaire de la trajectoire de la première arme non létale, qui est le gaz lacrymogène. C'est que finalement, les gouvernements, et ce sont les Britanniques qui sont les premiers, vont se poser la question, comment faire face aux colonisés qui commencent de plus en plus à se révolter. À nouveau, le motif de l'introduction du gaz lacrymogène dans la gestion coloniale, ce n'est pas la santé des colonisés, comme auparavant, ce n'était pas la santé des ouvriers des métropoles. L'objectif, c'est l'efficacité politique. Et un événement important, c'est en 1919, une manifestation d'Indiens contre la colonisation et l'armée britannique commet un massacre, en tue plusieurs centaines. Et c'est ça qui va conduire les administrateurs coloniaux à, en quelque sorte, faire la promotion des armes non létales auprès du gouvernement central à Londres. Et du coup, on retrouve la figure de Churchill qui va assez vite être convaincu par l'efficacité politique de cette arme-là et il dit, bah oui, on va inspirer une terreur salutaire aux colonisés. Donc, on est très loin de l'éthique là. Il parle de théoriser les colonisés. Et donc, l'idée, c'était effectivement de réprimer les colonisés, de maintenir l'ordre colonial tout en évitant effectivement la provocation de massacres à grande échelle qui pourraient ensuite, en quelque sorte, accélérer le processus de révolte anticoloniale. Et donc là, le gaz lacrymogène va être utilisé en Inde, au Kenya, en Palestine, et ainsi de suite. Euh, et très vite, dans le cadre de la crise de 1929, de la crise du capitalisme, finalement aussi, le gaz lacrymogène va revenir dans la métropole pour réprimer là aussi à nouveau les ouvriers. Et, et il y a une réflexion stratégique qui accompagne aussi cette réintroduction du gaz lacrymogène dans les métropoles, c'est de dire on a le développement de la photographie et ça fait vraiment pas bonne presse quand on a des personnes qui saignent, quand on a des personnes qui ont des impacts de balles. Alors que le gaz lacrymogène, ça se voit pas vraiment sur les photos. Et donc, il y a déjà à l'époque une communication politique qui accompagne la répression et qui va être exploitée aussi par les fabricants de gaz lacrymogène qui utilisent précisément des photos de répression pour suggérer au département de police et à l'armée américaine notamment d'utiliser cette arme-là. Mais toujours est-il que l'arme va surtout être réservée à la gestion de l'ordre colonial, va être utilisé aussi après la Seconde Guerre mondiale à grande échelle, à Trinidad, en Jamaïque, à Chypre, en plus d'autres endroits colonisés. Donc ça reste quand même avant tout une arme coloniale jusqu'au moment où, dans les métropoles, on a à nouveau un mouvement social, mouvement de contestation assez fort, qui naît donc dans les années 60 et qui est notamment intense à la fin des années 60 et au début des années 70. Euh, donc, on a aux États-Unis notamment le mouvement pour les droits civiques, le mouvement contre la guerre au Vietnam, et pareil en Europe aussi, on a des grèves, on a le mouvement étudiant. Et là, donc, il va y avoir une répression terrible aux armes non létales, mais en même temps, les États se rendent compte aussi que finalement, la matraque et le gaz lacrymogène et le canon à eau qui existaient aussi à l'époque ne sont pas aussi efficaces dans la répression et donc ils vont chercher de nouvelles armes. C'est à ce moment-là
donc à la fin des années 60, début des années 70, que va être introduit la balle en caoutchouc ou la balle en plastique selon les situations. La balle en plastique aux États-Unis, la première grande utilisation, c'était en 1969 contre le mouvement étudiant à Berkeley. En Angleterre, va être développée la balle en caoutchouc, qui elle ne va pas tellement être utilisée contre le mouvement social de la métropole, mais elle va être utilisée contre la révolte des Irlandais colonisés. Donc c'est là aussi qu'on retrouve à nouveau, en quelque sorte, une généalogie coloniale. Et d'ailleurs, ces balles en Irlande, en 5 ans, début des années 70, vont faire des dégâts assez massifs. Vont faire, déjà, il faut préciser que l'armée britannique tire plus de 55 000 tirs en 5 ans, donc ce qui est considérable. Et ça fait un certain nombre de morts et des centaines de blessés. Donc on a en quelque sorte le moment des années 60-70, c'est la deuxième vague des armes non létales où on va aussi développer de nouvelles armes, donc les balles en caoutchouc ou en plastique, mais aussi l'arme électrique qui est devenue aujourd'hui le pistolet à impulsion électrique, où à nouveau, il y avait un petit problème, c'est que l'électricité était assimilée à la torture, elle était aussi assimilée à l'élevage. C'est pour ça qu'une des impulsions de cette idée est venue d'Argentine, où l'élevage de vaches joue un rôle important. Donc il fallait à nouveau aussi enrober l'arme non létale d'un discours qui la justifie auprès du public. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à ce moment des années 90, qui est la troisième vague dans laquelle on vit aujourd'hui, où à nouveau tout un vocabulaire euphémisant accompagne les armes non létales. Typiquement, pour l'arrivée du flashball, un grand journal français a titré «La police va être dotée de balles en mousse». Et c'est vrai que les balles en mousse, ça fait un peu ludique, c'est pas très dangereux. Et ce vocabulaire, en fait, on le retrouve dans n'importe quel type d'arme non létale. Euh, et ce qui me semble important, c'est donc effectivement que vous avez une trajectoire des armes non létales qui passe du maintien de l'ordre des métropoles à la guerre, ensuite à la gestion coloniale, et finalement, voilà, cette arme se répand. Et ensuite, on pourra revenir aussi sur le contexte plus précis dans lequel la troisième vague des armes non létales, celle des années 90, a eu lieu en France. Parce que là, à nouveau, on trouve aussi, en quelque sorte, un rapport colonial qui est extrêmement prononcé. Alors, justement, dans le, dans le livre, tu reviens aussi sur bah, une autre, comment dire, un autre contexte aussi qui a beaucoup joué, que tu viens de citer, qui est le contexte outre-Atlantique, notamment au début des années 90, après le passage à tabac par Rodney King en 91 notamment, où là aussi on voit que bah, le, la force, on va dire, que peut avoir le fait de filmer des violences policières, comme on le voit en ce moment. Après, donc le passage à tabac de Rodney King et les émeutes de Los Angeles, tu expliques qu'il y a eu justement une autre, ou plutôt que ça a joué en fait en faveur des avancées des armes non létales. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce point, s'il te plaît? Alors, ce point est extrêmement important puisque tu disais que la troisième vague des armes non létales, c'est finalement cette vague qu'on vit aujourd'hui et qui est finalement la vague la plus intense et avec les armes les plus puissantes. Donc, euh, ce qu'on peut aussi observer quand on fait l'histoire des armes non létales, c'est que finalement, à chaque fois que les États décident d'introduire de nouvelles armes, eh ben, c'est en réaction à ce que l'État perçoit comme une crise du maintien de l'ordre. On a une crise du maintien de l'ordre au début du XXe siècle à cause du mouvement ouvrier en voie de consolidation. On a une crise du maintien de l'ordre dans les années 60-70 où du coup on a une diversité de mouvements, pas seulement le mouvement ouvrier, mais aussi aux États-Unis, notamment le mouvement antiraciste, mais aussi le mouvement contre la guerre, les étudiants. Et pour les années 90, là, la situation est légèrement différente parce qu'on a un mouvement ouvrier plus très fort. C'est généralement pas une période de mobilisation forte, mais c'est une période de précarisation très importante. Donc le néolibéralisme se déploie. Et donc l'État, s'il n'est pas confronté cette fois-ci à un réel mouvement
organisé qui va contester son ordre, et ben, l'État se méfie et devient de plus en plus intolérant à la contestation sociale. Et donc là, on arrive à ce moment central, fondateur pour la troisième vague des armes non létales, qui est effectivement le passage à tabac de l'homme noir, Rodney King. Donc, c'est à Los Angeles, fin 1991. Il est tabassé, ce qui en soi n'est pas un phénomène exceptionnel. C'est tout simplement une des illustrations qui sont très nombreuses des violences policières racistes. Mais on a cette particularité que cet événement-là a été filmé euh, et cette vidéo a été diffusée. Je trouve qu'il va y avoir un procès pour les 4 policiers qui ont frappé Rodney King et qui lui ont infligé 2 charges de pistolet électrique, et les policiers vont être relaxés. C'est ça, cet événement-là, cette manifestation d'impunité et d'injustice qui a effectivement enflammé les quartiers populaires de Los Angeles avec à la clé à peu près 500 morts, plus de 2000 blessés. Et c'est un événement effectivement assez violent. Et on pourrait du coup s'interroger sur comment apaiser la situation. On pourrait par exemple supposer que la police remette un peu en cause ses méthodes. C'est tout le contraire. La police, elle va dire, bah, vous voyez, vous avez vu ces émeutes à Los Angeles, eh ben, on n'a pas réussi à les maîtriser comme on aurait bien aimé. Donc, ce qu'il nous faut, c'est plus d'armes non létales. Donc c'est tout le contraire, puisque c'est précisément le fait de frapper quelqu'un et de lui infliger les charges à armes non létales qui a provoqué le tout. Donc c'est un événement de répression qui va être utilisé par la police, les syndicats de police aussi, pour accélérer le processus de recherche de nouvelles armes non létales, euh, et qui est le moment un peu fondateur pour ce qu'on vit aujourd'hui avec la diversité des armes non létales qu'on connaît. Et en France, s'est produit un événement similaire. Alors, faut dire que les États-Unis, comme c'est le pays le plus avancé technologiquement, ben forcément, quand il y a des armes non létales qui sont développées aux États-Unis, ça a tendance aussi à venir ensuite dans les autres pays et donc aussi en France. Mais il y a une histoire propre à la France aussi, euh, qui est celle des années 90, où on a aussi euh, des révoltes dans les banlieues, 90 Vaux-en-Velin, 91 Mantes-la-Jolie, et en fait toutes les années 90, on pourrait un peu faire une histoire des révoltes parce qu'il y en a eu plusieurs à des endroits différents. Euh, et dans ce cadre-là, dans ce contexte français précis, est introduit le flashball en 1995. Donc la première arme non létale de balle en caoutchouc qui va être utilisée pour les unités spécialisées dans le contre-terrorisme. Et la deuxième dimension, c'est la BAC. Donc, c'est ces deux unités-là, deux types d'unités-là qui vont être équipées en flashball. Alors déjà, on peut s'interroger sur ce que ça signifie de doter ces deux équipes-là de ces armes-là. Mais en tout cas, l'objectif est très clair, c'est d'utiliser cette arme-là contre la population des banlieues, donc notamment la population noire et arabe. Euh, il y a plusieurs économistes qui ont travaillé en fait sur l'industrie de l'armement en général, notamment moi je pensais à Claude Serfati que j'ai cité tout à l'heure, mais du coup, comme je disais en introduction, tu es économiste aussi, et quelle place elles occupent ces armes non létales dans l'industrie de l'armement? Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus et plus généralement, quelle place elles occupent? Alors, un phénomène ou une des particularités des armes non létales, c'est qu'elles sont relativement peu étudiées. Alors, curieusement, il y a des études en médecine qui montrent que les armes non létales sont en réalité létales, mais d'un point de vue plus sciences sociales, c'est relativement pauvre aussi. Mais ce qui est aussi une conséquence assez directe, c'est que l'État ne nous donne pas de données, qu'il nous rend difficile l'étude de ce phénomène-là, que quand il produit des données, les données sont extrêmement partielles et incomplètes. Mais passons sur ça. Donc,
il y a pas énormément de recherches sur les armes non létales et ça s'applique aussi à l'économie des armes non létales. C'est vrai que Claude Serpati a travaillé sur l'industrie militaire en France, qui est effectivement extrêmement importante, surtout dans un contexte de désindustrialisation où finalement, bah, le militaire et l'aéronautique, et les deux sont assez proches, sont un peu les seuls domaines de l'industrie où la France joue encore un rôle de premier plan. Mais ensuite, il faut quand même reconnaître que dans toute la diversité du secteur de l'armement, euh, l'armement non létal pèse pas très lourd économiquement. Quand vous avez un producteur d'armement qui produit des avions de chasse, bah, lui, il peut avoir un chiffre d'affaires annuel autour de 20 milliards d'euros, alors qu'un grand producteur d'armes non létales, lui, son chiffre d'affaires annuel, c'est autour de 20 millions. Donc là, on n'est pas du tout dans la même catégorie-là. Et donc, toute la réflexion sur la manière dont les dépenses en armes non létales peuvent permettre à l'État de surmonter ou d'éviter des crises de suraccumulation, et ben, l'armement non létal, dans ce cadre-là, ne joue pas un rôle important. Donc, on ne peut pas éviter des crises économiques en augmentant les dépenses en armement non létal, puisque cette catégorie d'armes ne pèse pas à côté d'armes beaucoup plus conséquentes et beaucoup plus lourdes. Euh, Cela étant dit, il y a quand même une industrie de l'armement non létal en France qui est importante, qui se développe, et c'est un secteur qui est en pleine croissance. Il y a quelques années, on considérait, quand on regardait les études de marché du secteur des armes non létales, que les pays de l'Asie du Sud-Est et un certain nombre de pays considérés comme autoritaires, des dictatures, c'était là le marché du futur pour l'armement non létal. Ça a totalement changé en quelques années. Aujourd'hui, le monde entier est considéré comme un marché florissant pour les producteurs d'armes non létales. Ce marché-là enregistre une croissance annuelle de 10%, alors que la croissance économique générale annuelle est de l'ordre de 2% à peu près. Donc, on voit déjà là que effectivement les dépenses en armement sont en augmentation très très forte, et cela pas seulement en France, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est pour ça aussi que le débat sur les armes non létales est un débat finalement mondial. Mais si on revient sur la France, euh, force est de constater qu'on a donc des producteurs, qui est un petit groupe de producteurs, ils sont même pas 5, qui fournissent l'essentiel de l'équipement non létal aux forces répressives en France. Euh, Ces producteurs-là entretiennent de très bonnes relations aussi avec les décideurs politiques. Donc, on a clairement une proximité avec l'État. Et l'État joue un rôle aussi très important dans cette industrie, puisqu'il fixe les réglementations, puisque l'État est le client principal dans le pays, et puisque l'État aussi fait la promotion des exportations. Et ça, c'est un élément très important, c'est que l'État fait la promotion des armes françaises à l'étranger et pousse aux exportations. Donc, c'est cette fameuse exportation de la gestion démocratique, enfin, des méthodes de gestion démocratique des foules dont la France se vante tant. Et donc, effectivement, l'étranger joue un rôle important et l'État aide en quelque sorte l'industrie aussi à promouvoir ses produits. Donc, on a une proximité à plusieurs niveaux. C'est que l'État, donc, client principal, promoteur d'exportation, et puis inversement, l'industrie façonne aussi la manière dont l'État envisage le maintien de l'ordre, puisque c'est bien l'industrie qui fait la recherche sur les nouvelles armes. C'est bien l'industrie qui suggère à l'État que on pourrait peut-être réprimer la prochaine manifestation ou la prochaine mobilisation par telle ou telle arme. Donc, il y a là effectivement un rapport très très proche. Au début de l'entretien, tu évoquais justement la question de l'autodéfense populaire sur laquelle tu reviens dans le livre. Bon, c'est un point forcément extrêmement important puisque tu reviens pas uniquement sur les armes non létales, mais aussi sur ceux qui se développent en fait pour lutter contre leurs conséquences. Tu parles notamment de la politisation de la défense de la santé, et tu écris qu'au fil des manifestations, en fait, il y a
une certaine, ouais, on va dire, ah ouais, un certain savoir d'autodéfense populaire qui se développe. Mais du coup, ma question, qui est peut-être un peu naïve, mais qui, à mon avis, est assez importante, c'est qu'en est-il en fait des non-blancs qui se retrouvent pas toujours en majorité dans ces manifestations-là, euh, euh, donc qui se retrouvent pas forcément dans ce savoir qui est important et qui fréquentent pas de manière plus générale forcément les milieux de la gauche. Euh, Parce que tu décris quelque chose de très intéressant qui est en fait l'inventivité collective contre la répression de l'État. Euh, mais du coup, étant donné que bon, les, les banlieues françaises et puis notamment encore plus les Noirs et les Arabes en fait ont servi de entre guillemets de laboratoire au développement des armes non létales. Euh, Est-ce que du coup on se retrouve pas là un peu dans une pas dans une impasse, mais euh, dans une sorte d'exclusion de fait, en fait, des non-blancs par rapport à cette question de l'autodéfense populaire. Alors peut-être, heu, il faut préciser qu'il y a un certain biais dans mon étude. Je me suis notamment parce qu'effectivement, le raisonnement que j'applique, c'est que l'augmentation du recours aux armes non létales conduit à celles et ceux qui y sont exposés à se protéger. Donc c'est ça le mécanisme. Donc plus vous tirez sur les gens, plus ces gens vont vouloir se protéger. Le biais de mon étude le biais de mon étude est le suivant, c'est que je me suis surtout fondé sur des documents, des données de la loi travail, des mobilisations écologistes à Notre-Dame-des-Landes, des gilets jaunes, un peu aussi sur le mouvement des retraites, mais pas trop, parce que ça arrivait trop tard. Hem et là, les données effectivement étaient accessibles. Alors que, typiquement quand c'est un peu plus le quotidien moins exceptionnel, des banlieues, là, les données sont pas tellement disponibles et donc de ce fait, l'étude que je propose est biaisée dans les exemples concrets qu'elle mobilise. Mais je pense qu'on peut quand même dire, un certain nombre de choses. Premièrement, bien sûr premièrement, bien sûr que dans ces mobilisations, les non blancs étaient présents. Et je me souviens d'ailleurs de ce que disait un syndicaliste de la RATP récemment. Il disait: «Bah, nous qui avons grandi à Aulnay, à Sevran, nous, on a connu ces armes-là et on les a connues dans notre quotidien». Et je pense qu'il faut pas sous-estimer cette condition-là, en quelque sorte, ce canal de transmission, parce que ce qui se passe, c'est que quand les personnes se retrouvent en manifestation, qu'ils soient syndicalistes chevronnés ou novices en manifestation au moment des gilets jaunes, ils sont un peu désemparés. Ils savent pas très bien là ce qui leur arrive parce qu'on leur suggère que la France c'est le pays des droits de l'homme et que quand on a une opinion à exprimer, on peut le faire librement et on est même protégé par la police. Et si jamais la police te tire sur les personnes, c'est que les personnes l'ont bien cherché, que la police a eu raison de le faire. Et donc ces personnes-là se rendent compte qu'en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe. La police, elle tire, heu de sa propre initiative, peu importe ce qui s'est passé avant et qu'elle tire d'ailleurs généralement sans raison. C'est pour ça aussi qu'on a cette augmentation, cette tir aux armes non létales, alors que les manifestations ne sont pas plus violentes. Ça, c'est important à garder à l'esprit. On a une augmentation nette des violences par armes non létales, alors que le contexte n'est pas plus violent. Bref, je ferme cette parenthèse pour dire que les personnes peuvent se retrouver un peu désemparées par rapport à la violence policière qu'elles subissent. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'on a effectivement une transmission assez spontanée. Les gens vont chercher à se protéger et à se tourner aussi vers celles et ceux qui ont un peu l'air de connaître un peu, de savoir comment faire. Et je pense que effectivement, si on a déjà une expérience dans sa vie de la répression, il est probable qu'on s'est aussi déjà posé la question de la protection et que du coup, par ce biais-là, on diffuse finalement aussi plus largement ce savoir et ces réflexes d'autoprotection. Donc je pense que ce biais-là,
de la présence de non-blancs dans les mobilisations. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il faut pas oublier aussi que, typiquement, le premier moment d'utilisation massive, et je parle des dernières années de la généralisation de la période de la généralisation des armes non létales. Le premier moment où une mobilisation a été très, très fortement réprimée, notamment au gaz lacrymogène, c'est la manifestation pour la Palestine en 2014, qui a eu lieu à Barbès. Et ce qu'on observe à ce moment-là, qui lui est plutôt bien documenté parce que c'est dans Paris, ce qu'on observe là, c'est que spontanément, les commerçants, les habitants, eh ben, ils apportent des bouteilles d'eau, ils apportent du lait, ils apportent d'autres objets pour en quelque sorte soigner ou diminuer les conséquences des blessures par gaz lacrymogène. Donc très très vite là, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, cette autoprotection devient un phénomène massif qui atteint du coup toute la manifestation. Donc il y a cette spontanéité, euh, et ça, je pense que ça inclut tout le monde. Alors à des degrés divers, et précisément, si le raisonnement est juste, si parce qu'on est exposé aux armes non létales, on va avoir tendance à vouloir se protéger, ben, si ce raisonnement est juste, euh, je ne serais pas surpris de voir aussi des pratiques d'autodéfense populaire dans les banlieues, et notamment, justement, à ces endroits-là. Euh, Sauf que, en fait, ces choses-là sont moins bien documentées, donc il faudrait faire une recherche avec un protocole un peu rigoureux pour étudier ça. Mais je pense qu'on pourra trouver de nombreux témoignages qui attestent de la réalité de ce fait, qui d'ailleurs aussi, quand on se place dans le contexte mondial actuel, eh ben, vous avez de la répression au Chili, ben, les Chiliens, ils vont réfléchir à comment se protéger. Vous avez de la répression au Liban, et ben les Libanais vont faire la même chose. Vous avez ce phénomène à Hong Kong ou aux États-Unis, ben, il se passe exactement la même chose. Donc, je pense que de ce point de vue-là, effectivement, le biais des données fait que les non-plans apparaissent moins, moins protagonistes de cette dynamique, mais je pense que ils sont pas du tout à l'extérieur de l'autoprotection ou de l'autodéfense populaire. Je pense même qu'ils sont au cœur de ce processus. Hmm. Voilà. Et puis, bon, une question qui est un peu liée, et qui sera la dernière du coup pour aujourd'hui. Tu évoques, donc t'as conclu dans la conclusion du livre, euh, donc il s'intitule Pour la fin de la violence. Et puis, plus généralement, en fait, on retrouve ça dans le livre, l'idée de bâtir un front large pour demander le désarmement des forces de l'ordre. Alors, du coup, j'ai un peu deux questions en une. La première question, c'est qu'en est-il dans les faits? Est-ce que tu es plutôt est-ce que tu vois un développement vers un tel front ou pas? Et l'autre question, c'est quelle, quelle place euh, pour eh bien, les mouvements de ce qu'on appelle un peu généralement l'antiracisme politique ou les mouvements décoloniaux dans un tel front? Alors, cette idée de contrôle populaire de l'armement part tout simplement du constat qu'aujourd'hui, un public de plus en plus large, qui va des manifestants habituels jusqu'aux députés d'opposition, en incluant bien sûr la population des banlieues, euh, cette question de l'auto, enfin ou comment dire, ce qu'on observe, c'est que on a une population de plus en plus large et nombreuse qui est exposée aux violences policières et aux violences par armes non létales notamment, mais pas exclusivement. Et donc ça crée en quelque sorte la base d'un front un peu plus large pour le désarmement et pour le contrôle populaire de l'armement. Parce que c'est, il y a effectivement une chose qui consiste à désarmer, mais encore faudrait-il s'assurer que plus tard ne seront pas introduites de nouvelles armes, d'où l'idée d'un contrôle populaire un peu plus permanent. Donc, on a une population de plus en plus large concernée par le problème des violences policières, pas exactement de la même manière pour les différentes composantes de cette population, mais le problème, il est bien là.
Elle permet donc effectivement de créer une alliance beaucoup plus large pour le désarmement. Mais il y a des particularités parce que l'histoire montre bien que l'introduction du flashball en France récemment, c'était dans les banlieues. Et le flashball Super Pro, c'est un peu similaire. Et que de ce point de vue-là, je pense qu'il n'est pas non plus inintéressant que ce soit Amal Bentounsi qui propose une application pour filmer la police. Parce que elle connaît ça depuis bien plus longtemps que les Gilets jaunes. Mais elle a compris que là, il se passe quelque chose et que cette question des violences policières, qu'elles soient des violences profondément racistes ou qu'elles soient des violences contre celles et ceux qui font acte d'opposition organisée à l'ordre en place, la question de la violence, elle concerne du coup un front ou un nombre de personnes plus large qui permet de faire front. Euh, mais je pense qu'il y a quand même une particularité aussi pour les mouvements décoloniaux dans cette période, c'est de souligner que généralement, le glissement autoritaire, le glissement violent, il commence d'abord par ce qui est considéré comme la marge. Et quand ça fonctionne bien à la marge, eh ben, le pouvoir en place va envisager de développer ces pratiques à plus grande échelle. Et donc, de ce point de vue, je pense que un apport peut être de souligner à quel point il est important de s'intéresser à ce qui se passe, pas seulement dans la majorité statistique, dans la moyenne de la population, mais il faut s'intéresser aux pointes les plus avancées de la répression et des violences. Ensuite, un deuxième élément qui me semble important et que je traite pas, pas vraiment aussi dans mon livre, en tout cas pas suffisamment, c'est qu'il y a effectivement aussi une différence entre un recours massif occasionnel aux armes non létales, de type mobilisation populaire, manifestation, et un recours massif, mais plus au quotidien, qu'on voit dans une partie des banlieues. Donc là, les personnes concernées subissent pas la même chose, mais l'occasion de parler de désarmement, c'est précisément l'occasion de remettre ça un peu dans le débat pour le problématiser en tant que tel, parce qu'effectivement, les violences policières, même si un nombre plus important de personnes est concerné, tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Et ensuite, euh, une chose qui est importante aussi, je pense, c'est que, et ça, je cite là, l'ancien président de la police de Berlin, parce que dans mon livre, la manière dont la police envisage ou comprend sa propre action pour un peu mieux cerner ce qui se passe. Donc, cet ancien président de la police de Berlin disait que l'armement extérieur conduit à l'armement intérieur. Autrement dit, si vous donnez plus d'armes aux policiers, des armes toujours plus diverses, ils vont intégrer dans leur logiciel que on résout les problèmes, parce que eux perçoivent comme des problèmes, par la violence, par les armes. Et je pense que cet armement extérieur, c'est pas seulement les armes non létales, mais on pourra y inclure aussi tout un tas de techniques de plaquage, d'étranglement qui sont aussi enseignées et qui font partie aussi en quelque sorte de la panoplie violente des forces de l'ordre. Et donc, on a cette situation où on suggère de plus en plus aux forces de l'ordre que, quoi qu'il arrive, il faut intervenir par la violence. Et d'ailleurs, c'est légitime et c'est autorisé. Donc, on oublie complètement que, en fait, des conflits, parce que, bon, il y a des conflits parfois, peuvent être gérés de manière non violente. Et donc, le désarmement, ça contribue aussi à à désarmer en quelque sorte les esprits des policiers. Et c'est d'autant plus important que la sociologie de la police, que je mobilise à plusieurs reprises dans mon livre, nous dit des choses assez particulières sur la manière dont la police utilise les violences. Donc il y a en quelque sorte une utilisation sélective des violences. Il y a des groupes sociaux pour lesquels la police a un certain respect, le patronat, les agriculteurs, dans une certaine mesure aussi le mouvement ouvrier classique quand il formule des revendications autour du pouvoir d'achat, mais c'est déjà un peu moins sûr. Par contre, ce que n'aiment pas les policiers, ce sont les gens qu'ils considèrent comme des jeunes, des privilégiés, des étudiants et des casseurs. Et la catégorie de casseurs, elle est très importante parce qu'elle est tellement floue
que finalement tout le monde peut se retrouver dedans. Et ça, c'est un autre élément qui est central, c'est que les policiers ont le pouvoir de définition. C'est eux qui peuvent dire ce qui est l'ordre public et son contraire, le trouble à l'ordre public qui justifie l'intervention violente. À partir du moment où vous avez des policiers qui distinguent très clairement quel groupe ils vont plutôt laisser tranquille et quel groupe ils vont attaquer ou quel groupe ils vont confronter avec la violence. Et ben là, on a un problème assez important. Et ce qui est curieux, c'est que là, ces études que j'ai mobilisées ne parlent pas tellement de la question raciale, mais il me semble évident que si aujourd'hui on a un contrôle aux faciès, si aujourd'hui on a des discriminations systémiques qui s'expriment aussi dans la police contre les non-blancs, et ben c'est la même chose, c'est le même mécanisme, c'est la variation des violences en fonction du public. Et donc, si on arrive à désarmer extérieurement la police, ça peut ça entraînera probablement aussi un désarmement intérieur qui ne peut qu'être bénéfique aux personnes qui subissent le racisme. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je pense qu'il y a un rôle particulier à jouer aussi pour les mouvements décoloniaux dans un front plus large contre les violences policières, où bien sûr ces mouvements vont aussi insister sur la dimension raciale des violences, mais qui s'insère, qui peut s'insérer, si tout le monde le veut bien, dans effectivement un front large qui pourra effectivement contribuer à apaiser la situation dans le pays, même s'il faut garder à l'esprit que, mais effectivement, le désarmement, c'est en quelque sorte une avancée partielle, mais qui ne nous fait pas sortir d'une société qui est profondément traversée par des violences, et que donc, de ce point de vue-là, la fin des violences, finalement, ne pourra venir que quand on s'intéresse à la racine sociale, aux rapports sociaux qui font naître cette violence. Alors, très bien. Merci beaucoup, Paul Rochet. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Je rappelle donc ce livre de Paul Rochet aux éditions La Fabrique, Gazé, mutilé, soumettre, politique de l'arme non létale. Et je vous rappelle aussi que si vous le pouvez, si vous le voulez, si vous le pouvez, vous pouvez soutenir financièrement l'émission En Esprit et plus largement le média Parole d'Honneur. On se voit donc le mois prochain. À bientôt.